conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, 40 pays africains dont le nôtre prennent part à cette rencontre pour réfléchir ensemble à comment produire de l'eau potable à moindre coût et dans un cadre bien assaini. Dans la chronique santé de ce soir, nous nous intéressons à l'anémie par carence en fer chez les femmes enceintes. Et selon l'OMS, dans le monde, 20% de femmes enceintes souffrent de cette carence. Le tour complet de l'actualité nationale, c'est tout de suite et maintenant dans ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je le disais en titre, ouverture ce matin à Bamako du premier conseil scientifique de l'Association africaine de l'eau. Cette rencontre trimestrielle des sociétés africaines de production et d'exploitation de l'eau permettra de réfléchir à comment produire de l'eau potable et à moindre coût et dans un cadre bien assaini. Le compte rendu est de Modibo Mariko. Rencontre entre Africains autour de la problématique de l'accès et de la gestion de l'eau et l'assainissement. Sauf qu'ici, la goutte d'eau ne risque pas de déborder les vases. Pour cela, on a mis au centre de la discussion les thèmes efficacité énergétique dans les sociétés d'eau et d'assainissement. Une façon pour les 40 pays membres de l'Association africaine de l'eau de réfléchir aux voies et moyens de mieux produire et à moindre coût. L'efficacité énergétique dans la production et traitement de l'eau devrait consister à rechercher et mettre en œuvre des solutions qui contribuent à préserver les ressources énergétiques et à favoriser leur utilisation raisonnée et rationnelle. Ce qui devrait permettre aux sociétés d'eau et d'assainissement africaines de faire face à l'augmentation des coûts d'énergie, à la baisse des ressources en énergie fossile et répondre aux exigences environnementales. Bien géré pour éviter le gaspillage, les défis pour l'Afrique restent entiers. 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir le potentiel que les 5400 mètres cubes d'eau renouvelable. De ces potentiels, 4% seulement sont utilisés pour l'eau de boisson. Les défis y allant encore. À savoir la préservation de la ressource en eau et sa rareté dans certains endroits. La mobilisation des ressources financières, la réduction des pertes, le renforcement constant de nos capacités opérationnelles, la recherche de solutions innovantes en matière de financement, de technologie et de réduction de consommation en énergie, etc. Quant au défi de l'assainissement, il peut être aussi relevé pour peu que tous, pouvoirs publics, secteur privé, société civile, population elle-même, nous nous mobilisions fortement et résolument pour un véritable changement de comportement. C'est à ce prix qu'on pourra vivre dans un cadre assaini, propice à l'éradication des maladies. Ce premier des 3 rendez-vous annuels du Conseil scientifique à Bamako se veut le cadre pour les experts africains et leurs partenaires d'Europe d'inverser la mauvaise tendance d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour arriver à cela, en plus des panels de discussion, des stands aussi permettront de communiquer avec le grand public sur les préoccupations des sociétés africaines de gestion d'eau, cette denrée rare et précieuse. Intéressons-nous toujours à notre alimentation et 9 unités de production d'huile alimentaire à base de coton sur 19 ont été fermées faute de système de raffinage complet. C'est ce qui ressort de la mission de contrôle conduite par la Direction nationale de l'industrie dans les entreprises de la région de Koulikoro et du district de Bamako. On en sait plus avec Fadema Keita. La production d'huile alimentaire à base de coton-graines obéit non seulement à l'obtention d'équipements adéquats, mais aussi au respect du processus de fabrication. Nettoyage des graines, broyage, chauffage et cuisson de l'amande sont les préalables à l'octroi de l'huile brute destinée au raffinage. C'est pour non-respect de ce schéma technologique et beaucoup d'autres que 6 unités de production du sud de Bamako et 3 de la deuxième région ont été momentanément fermées parce qu'elles constituent des dangers pour les consommateurs. Cette entreprise-là, aujourd'hui, fait de l'huile alimentaire qui n'est pas reconnue sur le marché. Qui n'est pas reconnue, c'est quoi? Qui n'est pas reconnue parce que le bidon dans lequel on le met n'a aucune identification. Un accident peut arriver. Quand un accident arrive, c'est chez le consommateur. Il faut qu'on puisse remonter la chaîne, arriver au niveau de l'usine et dire « Ah, voilà quel est le problème qui a été posé ». Les promoteurs d'unités ne disposant pas d'un système de raffinage complet sont aussitôt convoqués à la Direction nationale du commerce et de la concurrence pour mesures diligentes à prendre. La toute première condition d'existence,
et d'avoir une autorisation d'exercer cette activité industrielle. Il y a l'agrément, être agréé au code des investissements. Le deuxième élément est un élément de qualité. Il faut que l'industriel, nous le notons dans l'agrément, sur l'agrément, que l'industriel s'engage à produire des produits de qualité. En revanche, la Société industrielle de transport du Mali, Citrima, en zone industrielle, et les promoteurs du groupement industriel de commerce et de l'équipement du Mali, JSM de Fana, de l'huilerie Médine de Sanakoroba, ont été félicités par les experts mandatés par le ministère du Commerce et de l'Industrie. J'essaie de m'améliorer tous les jours avec les peu de moyens que j'ai. Le problème principal, c'est la matière première. Au même moment, d'autres superviseurs de la Direction nationale de l'industrie, de l'Agence de normalisation et de promotion des qualités à normes et des directions régionales du commerce et de la concurrence sont à pied d'œuvre dans les régions de Ségou, Mopti, Sikasso et Kaye. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant de financement supplémentaire que le gouvernement japonais met à la disposition de 5 organisations internationales qui interviennent au Mali. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'ambassade du Japon au Mali. Ce financement est destiné au CICR, à l'ONU Femmes, au PAM, UNICEF et OIM. Suleiman Kenzak Sidibé. Contribuer à la consolidation de la paix, la stabilité socio-économique du Mali, c'est l'esprit qui s'attache à cet acte du gouvernement japonais. Le projet financé en synergie avec le PAM contribue significativement au renforcement de la capacité de résilience de 78 700 personnes vulnérables au nord pour une durée de 3 mois. À travers une distribution générale des aliments. L'autre volet de ce projet soutient 68 935 enfants malnutris à travers tout le pays pendant 6 mois. Le Japon entend accompagner le Mali dans la lutte toujours contre le virus Ebola. Il finance ainsi un projet avec l'UNICEF sur la surveillance épidémiologique dans les régions frontalières avec la Guinée-Conakry. Il en va de même avec le CICR qui, en plus des actes liés aux droits de l'homme, travaille sur la santé dans la région de Gao. Dans le domaine de la santé, le CICR continuera son soutien à l'hôpital de Gao. Grâce à ce soutien, en 2014, plus de 3800 hospitalisations avec 950 interventions chirurgicales et plus de 42 000 consultations externes ont été effectuées. En plus, 126 blessés de guerre ont été pris en charge et plus de 2000 naissances ont eu lieu dans un milieu sûr pour les mamans et les bébés. Le geste du gouvernement japonais doit accompagner l'OIM, le PAM ou l'ONU Femmes au renforcement de leurs capacités d'intervention dans les régions du Nord ou sur l'ensemble du pays. Les domaines ont trait à la promotion économique des femmes, le respect de leurs droits, la sécurité alimentaire et la construction ou reconstruction des infrastructures scolaires ou socio-économiques de base. Une session de formation sur le droit international pénal et le droit international des droits de l'homme est organisée ici à Bamako par l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Cette session d'une semaine a été initiée par la Fondation Friedrich Naumann et la MUNISMA et s'adresse aux professionnels du droit international pénal et des droits de l'homme. Madame Fikonaté a suivi le démarrage des travaux. Voici son reportage. 130 stagiaires, dont 60 Maliens, prennent part à cette session. Ils ont été triés sur 283 candidatures reçues d'Europe et d'Afrique. Un programme de très haut niveau proposé par l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Le programme proposé par l'Institut international des droits de l'homme s'articule autour des thèmes essentiels du droit international pénal, tout en abordant des thématiques connexes comme la justice transitionnelle, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit international des droits de l'homme. Les cours seront dispensés par d'éminents avocats, professeurs, experts spécialistes de leur domaine. Ils sont choisis pour leur qualité scientifique. La session est financée en partie par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Je suis convaincue que nous avions raison de nous investir dans ce domaine, tant il est vrai que le droit international pénal, au même titre que le droit international des droits de l'homme, d'une manière générale, est construit en fonction et pour l'intérêt de l'individu.
Il aspire à exprimer une idéologie commune à l'humanité tout entière. À MINUSMA, co-organisatrice de cette session, y voit une opportunité de promouvoir des standards internationaux dans l'appareil judiciaire malien. La formation qui commence aujourd'hui s'inscrit également dans une volonté de promouvoir des principes et des standards internationaux relatifs au droit international des droits de l'homme et au droit international pénal au sein des institutions nationales, étatiques et judiciaires et de leurs juridictions. Confronté à une crise aux aspérités diverses, le Mali est à la croisée des chemins. La présente session qui vient pour prendre en charge le développement de l'expertise nécessaire et requis pour que notre système judiciaire et les autres systèmes administratifs soient capables de prendre en charge cette préoccupation, de les adresser, de les traiter correctement, est de notre point de vue quelque chose à saluer. Cette session de formation organisée avec le concours de la Coalition malienne pour les droits de l'enfant durera 6 jours. Faisons un tour au Sénégal où la 27e promotion de l'école d'état-major de Koulikoro a effectué un voyage de 2 semaines pour découvrir le pays de la Teranga, son histoire et sa politique militaire. Cette école nationale à vocation sous-régionale forme depuis 27 ans les officiers africains pour la mutualisation tactique aux besoins de la sauvegarde de paix intercontinentale. Envoyés spéciaux à Loubé, Koni et Mariam Sagara en terre inconnue. La visite au Sénégal de l'école d'état-major de Koulikoro répond aux visions panafricanistes de l'État malien. Cette école est un modèle d'intégration qui réunit depuis 27 ans les armées africaines pour instaurer une stratégie de paix dans le continent. C'est un grand honneur et un très grand plaisir de recevoir une promotion de l'école d'état-major de Koulikoro, qui constitue une école de référence dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Le centre qui aujourd'hui prétend vouloir monter en puissance pour s'inscrire dans la logique de la mutualisation de nos moyens en général pour la résolution des crises en Afrique. Aujourd'hui, j'ai fini de leur montrer toutes les possibilités que nous avons pour travailler ensemble et assurer l'interopérabilité de nos formations. Au Sénégal, les officiers stagiaires et leur encadrement ont découvert la politique militaire, économique et sociale du pays des Djambars. Le voyage nous a permis de voir toutes les structures militaires. Et en plus des structures militaires, nous avons eu l'occasion aussi de visiter des structures d'ordre économique, social, culturel et même historique. Cette école, plus que jamais réalité pour la sauvegarde de la paix, englobe pour la 27e promotion 29 pays africains. La 27e promotion est composée de 20 officiers stagiaires, dont 11 Maliens et 9 venant de 8 pays amis. L'école d'état-major de Koulikoro est nationale. Nous continuons toujours à accueillir les officiers des pays amis et notamment les officiers des pays francophones. Il a eu à former pas mal d'officiers. Nous étions au Sénégal, nous avons vu que le général chef d'état-major de l'armée de terre est issu de Koulikoro. Et un général nous a également dit que les officiers sortant de Koulikoro, les officiers sénégalais qui sont passés par Koulikoro sont généralement classés parmi les premiers lors des concours qu'ils organisent pour les faire partir dans les différentes écoles de guerre. Donc c'est quand même une école de référence dans la sous-région. Instrument de cohésion interarmes, son objectif est de bannir l'individualisme africain au profit de l'intégration totale des armées pour faire face en commun aux menaces sous toutes ses formes. De Dakar, partant à Abidjan, sur place, le coup d'envoi de la 2e phase complémentaire du recensement administratif à vocation d'état civil a été donné le samedi dernier dans la commune de Trècheville. L'opération consiste à enrôler environ 3 millions de Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Oumar Maïga. Ce geste du premier conseiller de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire marque le coup d'envoi des opérations de recensement administratif à vocation d'état civil. Pour cette 2e phase complémentaire du RAVEC, ils sont environ 3 millions de Maliens de Côte d'Ivoire concernés par l'opération. Cette opération se situe dans un vaste programme de modernisation et de consolidation de l'état civil et vise à constituer un fichier électoral avec attribution d'un numéro d'identifiant national à chaque citoyen recensé. Ils sont au total 100 agents recenseurs formés et dotés de 50 machines d'enrôlement,
à prendre ce samedi le départ à destination des 135 localités de Côte d'Ivoire. Sur l'insistance de la communauté malienne, nos autorités ont accepté cette rallonge en mettant les moyens matériels et financiers à la disposition de la communauté malienne et à la disposition de l'ambassade pour que cette opération puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. La deuxième phase complémentaire du recensement administratif à vocation électorale à RAVEC a pour objectif de collecter les données individuelles relatives à l'état civil de chaque citoyen malien vivant en Côte d'Ivoire. Mettre en place un système d'état civil sécurisé, fiable et moderne sur l'ensemble du territoire et des juridictions consulaires du Mali en Côte d'Ivoire. L'opération s'étend du 21 février au 28 mars 2015. Retour à Bamako, ouverture de la 10e session ordinaire du Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam. Au programme, examen et adoption du procès verbal de la 9e session ordinaire, état et adoption du programme d'activité 2015, entre autres. Mahamadou Doumbia. Pour cette 10e session ordinaire du Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, 6 points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'examen et l'adoption du procès verbal de la 9e session ordinaire et l'état de sa mise en œuvre, l'état des recommandations formulées par le commissaire aux comptes sur les exercices 2010, 2011 et 2012, l'état et l'adoption du programme d'activité 2015 et du projet de budget 2015. Le projet de budget de la CANAM au titre de l'exercice 2015 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 28 milliards 911 553 575 francs CFA contre 22 milliards 435 millions de francs CFA en 2014, soit une hausse de 29% due essentiellement à l'affiliation des forces armées à l'assurance maladie obligatoire. Le total bilan au 31 décembre 2013 se chiffre à 33 milliards 587 078 693 francs CFA, contre 26 milliards 577 830 375 francs CFA au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 31%. Aujourd'hui, on n'est pas loin de connaître, si vous voulez, une espèce de ruée vers la mort, y compris ceux-là qui ne sont pas, de par les textes prévus pour être des assujettis, viennent nous voir pour demander comment ils peuvent adhérer à l'amour. Les principales orientations de la CANAM pour l'année 2015 sont entre autres la recherche de l'efficacité et l'efficience pour une immatriculation diligente de tous les assurés, l'adoption des cartes numérisées d'assurés et à identification biométrique, la déconcentration de la CANAM par la mise en place de bureaux régionaux et le renforcement de la lutte contre la fraude des prestations de l'assurance maladie obligatoire. Et enfin, l'optimisation du dispositif de l'AMO vers une couverture maladie universelle. Le Centre national des ressources de l'éducation non formelle a tenu également son conseil d'administration. Au menu, l'examen et adoption du programme prévisionnel d'activité et le budget annuel qui l'accompagne. Les détails avec Alocénie Touré. Cette 7e session ordinaire du Centre national des ressources de l'éducation non formelle met en exergue une année écoulée marquée par une véritable débauche d'énergie. En plus des activités habituelles de mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation, qu'il sera long d'énumérer ici, il faut surtout souligner 2 activités majeures, à savoir la tenue du séminaire national bilan programmation de l'éducation non formelle et la visite par les administrateurs des centres d'éducation non formelle, une mission que vous-même, administrateurs, avez menée conjointement avec le cabinet du ministère de l'Éducation nationale et le Centre national des ressources de l'éducation non formelle. C'est là 2 faits majeurs parmi tant d'autres qui ont retenu l'attention du département et sur lesquels vous me permettrez d'insister. Votre visite sur le terrain vous a permis de prendre connaissance des centres d'éducation non formels, de faire le point des réalisations au niveau des 10 centres, d'identifier leurs difficultés et de recenser leurs besoins. Toutes choses qui vous ont conduit à formuler des recommandations pertinentes
pour le grand bien du sous-secteur. La session a examiné et adopté le programme d'activité ainsi que le budget d'exécution. Environ 800 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du Centre de formation des collectivités territoriales. C'est ce qui ressort de la 8e session du conseil d'administration du centre. Fadema Keita. La réalisation de toutes les activités programmées, la consolidation et la modernisation du mécanisme de formation des agents des collectivités passe par la mise en place d'un financement pérenne. D'où la tenue de cette 8e session du conseil d'administration du Centre de formation des collectivités territoriales. Au cours de la rencontre, les réflexions vont donc porter sur 2 documents à valider et sur plusieurs autres sujets susceptibles de contribuer au mieux-être des élus et des agents des collectivités territoriales. Nous allons examiner le PV de la 7e session. Ensuite, nous allons examiner l'état d'exécution du programme d'activité 2014, l'état d'exécution du budget 2014 et enfin nous allons plancher sur le projet de budget 2015 ainsi que le programme d'activité 2015. L'espace permet aux administrateurs d'identifier les insuffisances et de les soumettre à un examen afin d'aboutir à des recommandations pertinentes. Je vous invite chacun et chacune en ce qui le concerne à œuvrer pour une collaboration sincère et une gestion concertée sans lesquelles les objectifs visés seront difficiles à atteindre. Il exige de vous un esprit tout aussi critique que constructif dans l'analyse des documents qui vous sont soumis et qui doivent être examinés dans toute la rigueur et l'expertise requise. Dans le programme d'activité de 2015, le centre s'est fixé 8 objectifs généraux, parmi lesquels les renforcements de la gouvernance administrative, financière et managériale des collectivités territoriales, de la qualité des formations à travers l'adaptation de celles-ci aux besoins des groupes cibles. Toujours dans le même registre, l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2014 et du plan de travail annuel ainsi que le budget 2015. Voilà les points inscrits à l'ordre du jour de la 2e session du comité de pilotage du projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique. Le point avec Nouhoum Sissoko. Le budget 2015 du projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRNCC est estimé à plus de 3 675 milliards de francs CFA. Ce montant est destiné à l'exécution d'une vingtaine de projets. L'amplification des pratiques de gestion durable des terres est en cours de démarrage avec l'inventaire de la biodiversité, l'analyse détaillée du potentiel écotouristique autour des aires protégées et l'inventaire des meilleures pratiques locales de mode de production et de consommation durable MPCD dans la zone du projet. L'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion participative des écosystèmes forestiers de Ouagadougou, de Gadjaba Kadiel et de Larak Bané. Le PGRNCC a démarré le 24 mars 2014 et couvre 14 communes dans les cercles de Nyoro, Banamba et Nara. Le projet vise à amplifier les pratiques de gestion durable des terres dans les zones concernées. Le projet a démarré ses activités par des séances d'information, de sensibilisation, de concertation avec des parties prenantes en vue de les inciter à s'inscrire dans une démarche d'aménagement et de gestion durable des ressources naturelles. Plusieurs acteurs clés de mise en œuvre, dont la Direction nationale des eaux et forêts, la Direction nationale des productions industrielles et animales, la Direction nationale de l'agriculture, ont adhéré à cette approche. Selon le représentant du ministre, le projet joue déjà un rôle non négligeable dans la gestion durable des forêts. Cependant, le niveau de décaissement est jugé faible en raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des procédures de la Banque mondiale. L'actualité, c'est également cette 3e édition de la Semaine nationale de l'Ordre des médecins qui a été sanctionnée par l'organisation d'une assemblée générale. C'était le samedi dernier à la Maison des aînés de Bamako. Et au cours de cette rencontre, les médecins ont fait le bilan des activités de l'année écoulée et ont dégagé les grandes lignes des activités pour 2015. Les précisions avec Mohamed Oldemaouni. L'année 2014 a été pour l'Ordre des médecins une période assez difficile. Elle a été caractérisée notamment par la crise de la maladie à virus Ebola au Mali. Et l'Ordre des médecins a été fortement impliqué dans le cadre de la lutte contre cette maladie. L'Assemblée générale est l'heure de faire le bilan de cette première année d'exercice, du 2e mandat de cette équipe-là. Un mandat qui a été principalement animé par la crise d'Ebola au Mali,
où l'ordre a été vraiment impliqué, rudement impliqué. Cette année a été un peu dure parce que les financements de l'ordre n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc nous étions obligés de puiser dans nos réserves pour mener des activités. Cette assemblée générale permettra aussi à l'ordre de débattre des questions comme le problème de budget pour mener à bien ses activités et surtout celles relatives à l'admission des 10 structures privées à la CANAM. Les 10 premières structures privées ont été admises à la CANAM cette année et l'ordre a été impliqué et cela nous le saluons très fortement et dans peu de temps les assurés de l'AMO pourront être consultés dans les structures privées et je pense que c'est un grand apport. La 3e édition de la Semaine nationale de l'Ordre des médecins prend fin ce samedi soir par un dîner gala. Au cours de cette soirée, les distinctions seront remises aux plus méritants. Autre rencontre, rôle et la place de la société civile, acteurs, partenaires et mise en œuvre des conventions et traités, c'est le thème d'une réunion qui a ouvert ses travaux à Bamako. Elle a été organisée par le réseau des journalistes pour la sécurité et le développement en Afrique de l'Ouest en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Daouda Sidiki Diarra nous fait le point de la rencontre. Les armes légères et de petit calibre constituent un danger et une menace pour la sécurité de notre pays. Après le retour de la paix, la lutte contre la prolifération de ces armes doit être une des plus grandes préoccupations des autorités maliennes. Voilà qui justifie la tenue du présent atelier avec comme thème « Rôle et place de la société civile, acteurs, partenaires et mise en œuvre des conventions et traités ». Cette rencontre au cours de laquelle 5 thématiques seront débattues nous permettra, j'en suis sûr, d'analyser la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre et de dégager des recommandations fortes qui contribueront à instaurer la confiance, réconcilier et asseoir la sécurité et la paix sans lesquelles tout le développement est voué à l'échec. L'état des lieux de la prolifération des armes légères au Mali. Quelles solutions pour combattre le phénomène? Que doivent faire les acteurs de la société civile? Sont entre autres thématiques qui sont débattues au cours des 3 jours que dure l'atelier. La société civile a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Chacun peut apporter quelque chose. L'armée, quand il y a la force publique, c'est l'armée, mais comme on le dit, la force ne peut pas résoudre tout, et à tout moment. Donc c'est pratiquement impossible. Donc je suis très content au nom de la Commission nationale que vous participez à cet atelier et on attend de vous également des conclusions et des recommandations pertinentes. Selon des études, toutes les régions du Mali sont concernées par le phénomène de la prolifération des armes légères et des petits calibres. Actualité régionale à présent, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ vient d'effectuer une visite technique dans la plaine risicole de Son. Amadou Sissé veut ainsi constater l'état d'exécution des travaux d'aménagement des 50 hectares à l'intention de 100 jeunes agro-entrepreneurs. De Ségou, le reportage d'Honoré Tchénou. Voir de près l'état d'exécution du projet d'aménagement dans la plaine des 100 Ouest, tel est en substance l'objet de cette visite du directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. 50 hectares seront donc aménagés en maîtrise d'eau totale pour installer 100 jeunes agro-entrepreneurs. Ce que nous venons de voir, c'est que les travaux ont débuté. Vous avez vu les terres, vous avez vu les canaux tertiaires secondaires qui sont en train d'être planifiés. Le gradaire est là, l'équipe est sur le terrain. Tous les véhicules sont là et donc nous croyons qu'à l'entame aujourd'hui, nous disons que les travaux ont bien débuté et que le lancement officiel sera encore un appui pour que ça avance très rapidement et très positivement et que ça finisse à temps. Les travaux sont confiés à l'entreprise EKC Kaka Construction qui est à sa phase d'installation. Elle promet tout de même de finir les travaux dans 90 jours. Là où nous avons fait le décapage déjà de la piste, nous avons fait le décapage aussi des drains tertiaires. Donc je pense que vraiment les travaux débutent bien. Ce projet d'aménagement permettra de créer 100 emplois directs, d'augmenter la production locale et du coup lutter contre l'insécurité alimentaire, toutes choses qui justifient l'engagement de l'APEJ. Notre appel envers eux, c'est surtout l'assiduité, c'est surtout la gestion complémentaire, la complicité entre eux pour la réussite de ce grand projet et qui n'est qu'un début.
En inscrivant dans sa vision comme solution pertinente pour résorber le chômage, ce projet d'aménagement coûterait à l'APEJ près de 200 millions de francs CFA. L'école fondamentale de Nyankongo, dans la commune rurale de Fatama, dispose désormais d'une cité pour enseignants et c'est en 5e région. L'œuvre est d'un natif du 10 villages. Reportage Aminata Touré. C'est dans la recherche d'un avenir radieux pour les enfants de Nyankongo, dans la commune rurale de Fatoma, qu'un généreux donateur natif du 10 village vient de remettre 3 logements aux enseignants de l'école fondamentale de Nyankongo. Une école qui a été baptisée ce même jour en son nom. J'ai mûri une idée. J'ai dit, bon, en première étape, on va faire 3 logements. Ça permettra au moins de stabiliser 3 enseignants et les autres pourront venir au cas où. Et peut-être qu'on pourra régler le problème. Ça veut dire que c'est une balle maintenant dans leur camp. Donc ça fait partie des motivations. Docteur Ndim, pour ces logements sociaux des enseignants qui occupaient une place importante dans le pédesec de la commune. Merci docteur pour ces réalisations. Le docteur Jim, en plus de ces 3 logements, a construit pour le même village 6 classes en ciment, un centre de santé, un parc à vaccination pour ne citer que ceci. Puisse l'exemple qu'il administre fasse tache d'huile et qu'il soit le plus largement contagieux pour d'autres fils au bénéfice exclusif de la population. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban de la cité des enseignants de Nyankongo dans la commune rurale de Fatoma. Lancement des activités de la 10e édition du festival Kaïmedine Tamba, prestation des troupes et remise d'une plateforme multifonctionnelle à l'association des femmes de Fatola ont été les temps forts de cette cérémonie d'ouverture. Consuto Kanouté nous fait le point. Les populations de la commune rurale de Awadembaya sont sorties massivement pour célébrer dans l'allégresse cette 10e édition du festival Kaïmedine Tamba. Événement majeur de premier ordre de la région, ce festival a valorisé durant 10 années les cultures locales Kasonké, Bozo et Bamana. 10 années au cours desquelles les populations de la commune de Awadembaya ont appris à s'approprier du festival Kaïmedine Tamba aux côtés de l'infatigable Madame Alice Guéguen. Les troupes venues des 10 villages de la commune de Awadembaya ont enchanté le public à travers de belles mélodies du terroir Khasonké, accompagnées de fabuleux pas de danse. Les belles chansons des Dozo, des Bamonans et la troupe de l'AMPPF venue de Bamako n'ont laissé personne indifférent. La promotrice du festival a mis à profit cet événement pour dresser son bilan. Le festival Kaïmedine Tamba est le festival qui a fait le plus de retombées concrètes pour la population. Les visites du fort ont augmenté depuis la première édition grâce à la promotion faite par le festival à l'international. Au cours de cette 10e édition du festival Kaïmedine Tamba, des actions de solidarité ont été magnifiées par la fondation Orange Mali qui a offert aux femmes de Fatola une plateforme multifonctionnelle d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Un diplôme de reconnaissance a été remis à la promotrice du festival par la jeunesse de Médine. Et c'est communiqué avant de continuer ce journal. Le mercredi 18 février 2015 a débuté le carême pour la communauté chrétienne dans notre pays et à travers le monde. À cette occasion, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, souhaite aux fidèles chrétiens un excellent temps de jeûne, d'intense dévotion, de communion, de paix et de spiritualité renforcée. Il invite à la communauté chrétienne, comme d'habitude, à formuler des prières pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Amen. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Jumada al-Oula ou la Siricamatia n'a été aperçu dans aucune des localités de notre pays à la date du jeudi 19 février 2015. En conséquence, le mois lunaire Jumada al-Oula ou la Siricamatia a débuté au Mali le samedi 21 février 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a l'honneur d'informer les présidents des partis politiques que la réunion du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale parti politique initialement prévue à l'hôtel Radisson Blu aura lieu le mardi 24 février 2015 à partir de 10h précises
précise dans la salle de réunion du Grand Hôtel de Bamako. Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation s'est compté sur la présence effective de chaque président de parti politique ou de son représentant. Ici à Bamako, la galerie Médina à Médina Koura présente des photographies et livres représentant les acteurs de la guitare et autres instruments. Moïse Traoré et Adama Kamara ont visité l'exposition pour nous. Depuis la fin du 19e siècle, le jazz constitue une synthèse entre tradition africaine et création européenne rendue possible au sud des États-Unis. Le genre musical porte les stigmates de l'histoire des Afro-Américains. Il y a une vingtaine d'années, le photoreporter français d'origine camerounaise est sur les routes du jazz. Le jazz, au début, c'était une rencontre forcée. Donc, ce sont des gens qu'on a enlevés d'Afrique et qu'on a emmenés de force dans les pays, dans les Caraïbes, en Afrique, les Caraïbes, en Amérique, au Brésil, un peu partout. C'est la création musicale africaine née hors d'Afrique. Le jazz prend ses racines ici. Louis Armstrong était venu ici. Il est de la Nouvelle-Orléans. Tu vois, quand tu écoutes les joueurs de Simbi, de Joliba ou de Kita, ou quand tu écoutes les chasseurs d'antan, tu entends des connotations de jazz. Les 25 photographies en noir et blanc ont été glanées dans des festivals, à l'hôtel ou encore au domicile des artistes. Certaines aux États-Unis, d'autres en Afrique ou encore à travers le pays créole. Nos artistes ont de la valeur et se font regarder et admirer, et que la qualité du travail. Donc je pense que c'est hyper important pour un artiste de voir autre chose que de rester dans sa discipline, de sa propre discipline. Tous les musiciens, qu'ils soient blancs ou noirs, même indiens, viennent souvent au Mali parce que le Mali a une grosse tradition musicale et c'est une musique qui aussi s'ouvre à d'autres musiques. La galerie Médina face à l'Essica abrite l'exposition jusqu'au 26 février 2015. Parlons de la grande soirée Bamako Fashion Week. C'était au cours d'un défilé de mode qui a réuni des professionnels du secteur sur l'initiative de l'Alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali avec l'appui du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Vivons les temps forts de cette soirée avec Lala Touré et Modibo Soirée. Une vingtaine de stylistes, modélistes et autres accessoristes de mode venant d'Afrique et d'Europe. Voilà le podium de cette soirée glamour montée par l'ACCM pour cette première édition de Bamako Fashion Week, la mode de la semaine. De grands noms de la mode afro-européenne s'étaient donc donné rendez-vous ce samedi soir pour célébrer la mode à travers une série de collections inspirées pour magnifier la mode vestimentaire. Adama Paris, Farah Fashion Design en passant par Maria Bokoum, TC Couture, Cissé Moïse, Évidence Couture, Donazara, Fadi Maïga, Martial Tapolo et bien d'autres ont montré leur savoir-faire à travers différentes collections conçues pour l'événement. Des accessoires de mode comme Tamakali du Mali et Samara du Côte d'Ivoire étaient également à cette rencontre aux côtés d'autres modélistes comme Dou Couture et Aguida Fashion. Chacun des créateurs a travaillé sur diverses matières: coton, bogolan, lin, dentelle et bien d'autres produits comme le basé. Alors la collection, elle s'appelle Trendy Africa. C'est ma seule collection illimitée aujourd'hui, parce que j'ai plein d'autres collections, mais celle-là, je l'ai nommée illimitée justement parce que je suis tombée amoureuse sur les matières africaines. J'arrive plus à m'arrêter. C'est superbe, c'est une belle initiative. Il y a tout ce qu'il faut pour... il y a tous les ingrédients pour la paix et tous les ingrédients pour une belle Fashion Week, comme vous avez pu le voir ce soir. Voilà donc un panel de modélistes qui vient de séduire les férus de la mode avec ses créations. Pendant
j'en viens au deuxième titre de ce 20h. La chronique santé de ce lundi parle d'anémie par carence en fer chez la femme enceinte, dangereuse pour la maman et pour le bébé. Ce type d'anémie constitue un problème de santé publique au Mali et a nécessité la mise en place d'un système de prévention et de prise en charge dans les centres de santé du Mali. Selon l'OMS, dans le monde, plus de 40% des femmes enceintes sont anémiques, dont la moitié en raison d'une carence en fer. Il faut plus santé est allé voir à l'hôpital Fousséni Daou de Caille, Tchessila Dambélé et Idrissa Traoré. Chez la femme enceinte, quand le taux d'hémoglobine transportant l'oxygène des poumons au tissu se retrouve en deçà de 11 grammes par décilitre, on parle d'anémie. Dans la région de Caille, la carence en fer est la principale cause d'anémie chez la femme. Ceci sous-entend une alimentation qui n'est pas riche en fer. Le fer, c'est quoi? C'est le composant essentiel de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine étant le constituant principal des globules rouges qui constituent l'élément le plus déterminant dans la composition du sang. Il existe d'autres types d'anémies, les anémies qui sont dues soit à d'autres types de maladies, telles que la drépanocytose, le paludisme. Un problème de santé publique au plan national qui se fait ressentir au service de gynécologie de l'hôpital régional de Caille où l'on rencontre de plus en plus de femmes anémiées. Pratiquement tous les 3 jours, nous hospitalisons dans les services un cas d'anémie qui, selon les cas, nécessitera une transfusion sanguine. C'est la principale cause de transfusion sanguine dans les services. Si ces femmes ne sont pas transfusées, pour permettre à leur organisme de récupérer avant l'accouchement, le moment de l'accouchement pourrait être délicat pour cette bonne dame. L'anémie se manifeste chez la femme par la fatigue, des malaises, une pâleur et annonce un risque pour la maman et pour le bébé. L'enfant tire toutes ces substances nutritives dans l'organisme de la maman. Quand l'organisme de la maman est affaibli, le bébé ne recevra pas assez de nutriments pour son développement. Ne bénéficiant pas beaucoup de nutriments pour son développement, cet enfant ne va pas croître, il va souffrir. Il y a beaucoup de décès de bébés qui sont dus à l'anémie. Du côté de la maman, l'OMS disait que avec l'anémie, les plus faibles deviennent encore plus faibles. Lorsqu'il y a une petite infection, l'organisme étant déjà fatigué, cette infection va prendre du terrain. Au cours de l'accouchement, lorsqu'il y a un petit saignement, comme l'organisme manque de sang, ce petit saignement peut tout de suite avoir des conséquences redoutables qui peut aller jusqu'au décès de la femme de façon très rapide. Au Mali, le système sanitaire prévoit une prise en charge systématique de la carence en fer. Elle commence par le diagnostic et l'administration systématique du fer à la femme enceinte, ce qui n'exclut pas la communication autour de l'anémie et de l'alimentation adéquate de la femme enceinte. Essentiellement des aliments à base de feuilles vertes. Il s'agit également des protéines telles que les œufs, tels que les poissons, tels que la viande, tous ceux-ci sont vraiment riches en fer. Lorsque les femmes consomment ça de façon régulière au cours de leur grossesse, en tout cas une partie de cette carence en fer sera prise en charge. Ceci est un élément très important en plus de la prise quotidienne de fer par jour. J'insiste, toutes les femmes enceintes doivent prendre le fer pendant toute la grossesse. Et c'est là, même après l'accouchement, lorsque l'anémie n'est pas corrigée, elles doivent continuer à les prendre. Au cours de la grossesse, l'organisme de la femme enceinte travaille à plein régime. Les besoins en fer augmentent considérablement, notamment au cours des 2 derniers trimestres. Pour éviter les carences en fer, il s'agit donc de trouver du fer en quantité dans son alimentation, mais même chez la femme enceinte non anémiée, l'OMS recommande une supplémentation intermittente en fer et en acide folique afin de prévenir l'anémie.
avant de boucler ce journal, football, le championnat national de Ligue 1 en clôture de la 7e journée. Le CSK s'est incliné 1-0 face au Stade malien de Bamako. Cette victoire permet aux Blancs de Bamako de mettre la pression sur le leader COB. Sergatou Sissé. La prestation du Stade malien de Bamako en Ligue 1 était attendue au lendemain de nul 0-0 concédé en Ligue des Champions tour préliminaire aller face aux Nigériens de l'AS Garde. C'est pourquoi l'entraîneur Kamel Diabour a modifié son 11 de départ porté vers l'offensive avec 3 attaquants de métier. À force d'insister, les Blancs sont récompensés à la 37e minute. Abdoulaye Sissoko, intenable dans ses mouvements, décale Boubacar Bangoura pour l'ouverture du score. En seconde période, le Stade malien de Bamako garde le même tempo. Les centristes ne se retournent pas. Jusqu'à la fin du match, le Stade malien de Bamako continue d'assiéger le camp centriste. C'est juste une petite période de passe, c'est ça qui a pesé sur nous. Et puis, vu une certaine erreur défensive de notre part, c'est ça qui a amené le but. On avait laissé notre style de jeu en première période, donc pour pouvoir revenir en seconde, on a jugé nécessaire de presser le stade un peu plus haut, comme ça, une équipe technique comme nous. Donc le pressing n'a pas été trop payant parce qu'on n'a pas pu égaliser. Les lignes ont véritablement bougé au Stade malien de Bamako. Les Blancs sont désormais 2e au classement avec 15 points. De quoi rassurer les supporters avant le voyage sur Niamey pour son match retour de Ligue des Champions contre l'AS du Niger, prévu ce vendredi au stade général Seyni Kounché. Voilà, fin de ce journal préparé par toute la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 10h et 13h, retrouvez Amadou Sankari. Quant à moi, je serai là pour les éditions du soir. À demain, s'il plaît à Dieu.